Meneer de voorzitter, beste collega's, of liefste collega, want ik heb een verbetering gekregen van mijn voorzitter. Er is hier al veel gezegd. Maar gaat het hier eigenlijk over de inhoud of gaat het over de vorm? Beste collega's, ik ben hier ondertussen al meer dan 10 jaar volksvertegenwoordiger en mensen die mij kennen weten dat ik dat zeer letterlijk neem. Ik ken de wijken en de mensen die daar wonen. Ik weet wat er leeft. En de mensen kennen mij ook en komen met hun probleem en bekommernissen naar mij. Wat ik vandaag zie en hoor is ongezien. Vaders, moeders, broers en zussen die mij om hulp vragen omdat ze iemand kennen die op het punt staat naar Syrië te vertrekken. Ze zijn bang en raadloos. Ik wil iets doen, daarvoor ben ik ook verkozen. Maar ik vind zelf nergens gehoor, toch niet voor de problemen en de drama's die zich voordoen in onze wijken. Al zeker niet bij de federale regering, die blijkbaar maar 1 werktuig in haar gereedschapskist heeft zitten. Ze zijn maar alleen hammers. Het 12-puntenplan is helemaal gekaderd in een repressief veiligheidsverhaal. Het veiligheidsaspect is uiteraard belangrijk, maar niet alleen. Er zit ook een zeer stigmatiserende maatregel in het pakket, namelijk het afnemen van de nationaliteit. Zelfs tot de tweede en derde generatie. Het Brusselse halfrond, dat zie ik gewoon rond jullie, is het meeste gekleurd en de Brusselse halfrond is het meeste gekleurd van het land. En ik kijk hier rond en zie veel mensen van ofwel eerste, tweede of derde generatie. Velen hier hebben ook kinderen van tweede of derde generatie. Onze federale regering zegt nu dat wij maar voorwaardelijk Belg zijn. Men geeft nog maar eens dat we niet bij horen. Stel jezelf de vraag, als hier morgen de kinderen van onze Belgische parlementsleden, als we gaan die zo noemen, als we kunnen die zo noemen, aanslagen beginnen plegen in naam van een even foute antidemocratische gedachtegoed, zoals de van Blood of Honor. Of de CCC, straks heeft iemand dat geciteerd. Zou er dan ook sprake zijn van het afnemen van nationaliteit? Wij moeten ons hier als Brussels parlement duidelijk over uitspreken en zulke verdelende en stigmatiserende maatregelen stevig veroordelen. Laten we vooral ook koelbloedig blijven. Oppassen dat we niet overreageren, maar redelijk en proportioneel handelen. Met steeds aandacht voor de grondrechten, voor het recht op de privacy en voor de vrijheid van godsdienst of meningsuiting. Ik wil niet dat we over 2 of 3 met de schaamte moeten terugkijken, of 3 jaar met de schaamte moeten terugkijken op deze periode. We moeten terughouden communiceren. Zeker niet gaan vertellen dat een aanslag er sowieso aankomt. Het gevaar voor een inwoner van onze stad om het slachtoffer te worden van een terroristische aanslag is zeer klein. In tegenstelling tot wat veel vrezen en geloven. Toch is de toegenomen dreiging een maatschappelijk probleem. Het risico van gewelddadig extremisme en terrorisme zit hem immers niet enkel in de handeling, maar evenzeer in de gevolgen voor het samenleving. Als er iets gebeurt, zijn we allemaal slachtoffer. Als er iets is gebeurd, zullen we allemaal slachtoffers zijn. De moslimsgemeenschap misschien zelfs nog iets meer. Terrorisme maakt grote angsten los en kan groepen mensen scherp tegen elkaar opzetten. Aanslagen in naam van de islam vergroten het wantrouwen tegenover de gewone moslim. En angst is een slechte raadgever voor goede menselijke samenleving. Angst maakt achterdochtig en drijft mensen uiteen. Dergelijke op angst gebaseerd polarisatie is precies wat terroristen willen. Scherpe polarisatie is immers de beste voedingsbode voor verder recrutering. Kijk, ik wil duidelijk zijn. Ik veroordeel de aanslag vanuit het diepste van mijn ziel. Wij moeten dat veroordelen en we doen dat. En ik zal dat meermaals herhalen in mijn speech, omdat de mensen hebben dat blijkbaar nodig. Geweld en oproepen tot haat kan en mag nooit getolereerd worden en dood is er 1 te veel. Ook Syriërs die grof misdaden hebben begaan en terugkeren, moet men streng bestraffen. Staatsveiligheid en de veiligheidsdienst moeten de middelen en de ruimte krijgen om hun werk te doen. De overheid heeft de plicht om de open samenleving te beschermen tegen haar vijanden. Maar het angstsklimaat dat wordt gecreëerd door sommige politici en media, doet mensen domme dingen doen. Ik kan hier veel verhalen vertellen, dingen die nu in onze wijken plaatsvinden, over leerkrachten of van die politieagenten. Ik kom het nog later terug. Het werkt allemaal zeer stigmatiserend. En ik wil niet dat onze kinderen thuiskomen met de vraag of ze verplicht zijn moslim te blijven. Dat ze zich schamen voor hun religie. Ik heb ook zelf 5 kinderen. Waarom moet mijn dochter terug naar huis komen om te zeggen, papa, ben ik verplicht om in de islam te blijven? Waarom? Omdat eigenlijk beelden worden gecreëerd naar de jongeren toe dat je moet beschaamd zijn om moslim te zijn. Waarom moet ik beschaamd zijn om te zeggen vandaag, ik ben Belg, ik ben eerst ondervoorzitter van dit parlement, wel waar, ik ben ook van Marokkaanse afkomst, maar ik ben ook moslim. En dat kan.
En dat kan perfect. Waarom kan dat niet? En waarom moeten vandaag mijn dochters zeggen tegen mij, papa, moet ik wel nog in de islam blijven? Laten we eens beginnen met elkaar te aanvaarden en ja, zelf lief te hebben. Er wordt veel te verkrampt gereageerd. Dat kan bijvoorbeeld als met kleine aanpassingen, aanvulling in de geschiedenisles. Maar ook door meer aandacht te geven aan interculturaliteit en religiositeit in de klaslokalen. Met aandacht voor burgerschap en de gedeelde waarden. Misschien moeten we eraan denken om elke feestdagen erschikken. Waarom bijvoorbeeld niet de offerfeest of Chanukka erkennen als officiële feestdag. In dat opzicht is deze crisis misschien nog een kans. Meneer de minister-president, we moeten ook weten waarover het gaat. Er wordt te veel onzin verkocht. Het debat wordt vergiftigd en dat brengt ons geen stap dichter bij de oplossing. Over het fenomeen, en onze collega Els Ambt heeft daar even geresoneerd en ik vind dat goed dat ze hebben gevraagd, stellen we goed de correcte vragen eigenlijk over wie zijn die mensen, waarom doen ze dat. Over het fenomeen radicalisering is er elke dag wel een opiniestuk te vinden. Iedereen schiet er maar een beetje op los. De ene zegt achtergestelde jongeren, de andere heeft het juist over de meeste geïntegreerde jongeren. Dat maakt vooral duidelijk dat we het fenomeen niet begrepen. Niet echt. Ik zie dit zelf als een sectarische fenomeen, zoals meneer Clefailly heeft dat net gezegd. Fenomenen die onze jongeren op zeer korte periode doen breken met de samenleving en de familie. En ik zal gewoon een korte anekdote geven van iemand die op een bepaald moment heeft gehoord dat zijn zoon wordt eigenlijk overtuigd door die secte, zal ik zo noemen. En hij wou gaan praten met die mensen. Een vader die eigenlijk wil zijn zoon beschermen, is naar die man geweest. En hij zegt tegen mij nadien, weet je Fouad, ik heb een klacht ingediend tegen die mens. Maar als ik was nog 10 minuten gebleven met die man, was ik misschien zelf naar Syrië vertrokken. Die capaciteit van die mensen, om die mensen te overtuigen, is eigenlijk nooit gezien. Maar wat doen we om die mensen te arresteren? Wat doen we eigenlijk om al lang, hoeveel klachten hebben we ingediend? Hoeveel keer hebben we daar aangeduid en gezegd dat er mensen zijn voor een bepaalde moskee om jongeren te ronselen en dat er nooit iets gebeurt? Of hebben we misschien tot 2 jaar gewacht om eigenlijk die Jean-Louis Denis of Jean-Louis L'Insoumis te arresteren? We wisten dat al 2 jaar dat hij maar bezig was. Waarom hebben we dat niet gedaan? En hebben we een verantwoordelijkheid? We hebben allemaal verantwoordelijkheid in die zaak. We hebben dat misschien niet zien komen, maar er is zover vandaag. Ook dat men met beschuldigde vinger naar de moskee wijst, is een bewijs dat men niet weet waarover men praat. Sta me toe om te zeggen dat dit weer onzin is. Radicalisering vindt voornamelijk buiten de moskee plaats, door recruteerders die met een geperverteerde knip-en-plak-versie van de islam of op internet. De moslimgemeenschap telt heel veel mensen die allemaal bereid zijn om het probleem van de radicalisering aan te pakken. Maar velen voelen zich vandaag geremd. We zijn ook bang, gechoqueerd en een beetje verloren. De reactie van de overheid op radicalisering en extremisme moet dus ook inclusief zijn. De moslims, van wie de godsdienst door extremisten en terroristen misbruikt wordt, moeten betrokken worden in het beleid ter bestrijding van deze radicalisering en terreur. We moeten samenwerken met de vertegenwoordigers van de gemeenschap, met de moskee en alle imams van goede wil. Dat is een voorwaarde voor een succesvol en gedragen beleid tegen radicalisering. Inclusief beleid betekent ook dat we ouders van geradicaliseerde extremisten of naar Syrië vertrokken kinderen niet aan hun lot overlaten. Het betekent dat we niet alleen opzoeken, maar ook steun en hulp bieden. Het betekent dat we radicaliserende of geradicaliseerde mensen niet zomaar opgeven, maar opnieuw proberen te integreren in onze samenleving. Zelfextremisten of teruggekeerden willen wij niet zomaar uitsluiten, zonder ooit de veiligheid van de mensen uit het oog te verliezen. Want dat is ook belangrijk. Willen wij hen steunen om opnieuw banden te leggen met de samenleving. Donc, chers collègues, chers ministres, nous sommes tous d'accord ici pour convenir que l'heure est grave. Et personne n'est à l'abri. Mais vraiment personne n'est à l'abri. Cependant, après avoir entendu les autres orateurs, je constate que nous ne considérons pas cette gravité de la même manière. Nous sommes des élus, des représentants du peuple, et de par notre statut, nous nous devons de garder la tête froide face à la frénésie qui nous entoure. C'est ce qu'attendent de nous les Bruxellois. Tout d'abord, il convient de souligner que selon les chiffres communiqués par Europol, lors de ces dernières années, alors que 84% des attentats sont attribuables à des groupes séparatistes, 0,4% des attaques terroristes survenues en Europe sont des actes terroristes dits islamistes. Et pourtant, notre phobie se concentre sur ces derniers, sans bien sûr minimiser les actes.
Je me permets de vous rappeler que d'après les estimations, 385 Belges se répartis en Syrie. Oui, il devient indispensable de rappeler que ce sont des Belges, comme vous et moi, non pas des sous-Belges, des Belges, non pas des sous-Belges. L'écrasante majorité est née ici, a grandi ici, ont fréquenté les écoles d'ici et a décidé pour des multiples raisons de partir d'ici. La première question qu'il convient de se poser est de savoir quelles sont les motivations de ces individus. Comment sont-ils arrivés à la conclusion que la vie ici ne vaut plus la peine d'être vécue? Comment sont-ils arrivés à la conclusion qu'ils se doivent de partir pour prendre part à une guerre qui n'est pas censée être la leur? Il n'existe pas une seule cause à cela, mais tout semble converger vers un seul mot, l'inclusion. L'inclusion sociale consiste à faire en sorte, et j'ai été voir un peu la traduction dans le dictionnaire, l'inclusion sociale consiste à faire en sorte que tous les enfants et adultes aient les moyens de participer en tant que membres valorisés, respectés et contribuant à leur communauté et à la société, dont 5 pierres angulaires ont été identifiées: la reconnaissance valorisée, les opportunités de développement humain, l'implication et l'engagement, la proximité et le bien-être matériel. Il a été constaté que certains de ces jeunes djihadistes sont issus de classes sociales les plus défavorisées, mais que d'autres ont suivi un cursus de niveau supérieur et ont vécu au sein de familles aisées. Néanmoins, ils ont comme point commun d'avoir ressenti la stigmatisation de l'exclusion d'une société qu'ils considéraient comme la leur, mais qui semblait se refuser à eux. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement fédéral veut retirer l'insolité à des Belges comme vous et moi. Et avec cela, vous donnez raison à ces recruteurs qui leur disent « vous ne serez jamais acceptés dans cette société ». C'est ce message qu'on leur donne. Des immigrés, des Gastarbeiters. Mesdames, chers collègues, chers amis, Monsieur le Président, des immigrés, des Gastarbeiters, des étrangers, des nouveaux Belges, des allochtones, d'origine un tel ou un tel. Toujours les mots pour nous rappeler que l'on est d'ailleurs, si ce n'est pas les mots macaque, bougnoul ou salarabe. Les chiffres sont interpellants. En effet, d'après le rapport communiqué au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale et des Nations Unies par la délégation belge, 220 dossiers relatifs à l'islamophobie ont été ouverts au Centre pour l'égalité des chances. En 2012, étaient 258 et 258 en 2013, tout en sachant que très peu de gens malheureusement portent plainte. Quant aux actes antisémites, comme pour les actes islamophobes, les chiffres continuent malheureusement à augmenter. Donc oui, je crie haut et fort que nous ne devons accepter aucune forme de racisme. Le juif doit pouvoir se promener avec sa kippa où il veut et quand il veut. Comme la femme voilée ne doit pas se faire insulter en rue, ou que l'on tabasse les homosexuels en rue parce qu'ils marchent main dans la main. Ça doit être clair. Et donc, chacun doit pouvoir disposer de sa personne comme il a envie, et ce, à n'importe quelle heure de la journée. Ceci étant dit, il convient aussi de rappeler que le système d'enseignement en Belgique est régulièrement pointé du doigt par cette étude internationale comme étant un des pires des pays européens. En effet, il existe de trop fortes disparités selon les écoles et les élèves, connaissant une véritable ségrégation sociale. Nous n'avons qu'à comparer l'étude PISA que tous les parlementaires connaissent très bien ici. Aussi, dans notre pays, et plus particulièrement dans notre région, il existe une discrimination structurelle ethnostratifiée, tant dans le domaine de l'emploi, que cela soit dans le secteur public ou privé, que dans le domaine du logement. Les chiffres obtenus grâce au monitoring socio-économique effectué par le SPF Emploi, en collaboration avec le Centre pour l'égalité des chances et lutte contre le racisme, sont clairs. Les Belges d'origine étrangère sont sous-représentés dans les emplois de meilleure qualité, employés, fonctionnaires, emplois stables, et ainsi de suite. Mais, quand je dis ça, c'est pas pour faire le violon et dire « Ah, les pauvres !» Ça ne permet pas, c'est pas pour ça qu'on peut se permettre de faire ce qu'on veut. Et je veux qu'on arrête, aujourd'hui, qu'on essaye de nous stigmatiser en disant « Oui, c'est parce qu'ils sont pauvres, ou c'est parce qu'il y a ci ou ça. » Moi, je suis issu d'une famille pauvre aussi. On était 8 frères et sœurs, on n'avait pas tout ce qu'on voulait. Et quand on ouvrait le frigo à la fin du mois, quand on voyait qu'il n'y avait pas grand-chose, on savait peut-être que nos parents n'avaient peut-être pas les moyens de faire les courses. Et je n'ai jamais emmerdé personne, je n'ai jamais agressé personne, parce qu'on a donné des valeurs à la maison. Et ces valeurs, ou on les a, ou on ne les a pas. Pour résoudre le problème du radicalisme, il est indispensable d'adopter des mesures à court et à moyen terme, Monsieur le Ministre-Président. Les mesures qui doivent être prises urgemment sont la mise en place d'un numéro vert qui doit être à disposition de personnes susceptibles de se radicaliser ou de leurs proches qui craignent un éventuel départ. En effet, les parents et proches d'un jeune potentiel djihadiste sont livrés à eux-mêmes et ne savent pas vers quelle autorité se tourner pour faire part de leur détresse.
J'espère vivement qu'il sera mis en place au plus vite. Si Mme Debatz a pu faire pour les dénonciations des animaux maltraités, je pense que nous aussi, on peut faire le plus vite possible pour faire effectivement en marche cette online ou ce numéro vert pour qu'il puisse fonctionner. Nous pouvons tous être un jour victimes. C'est un lien très grave, mais je veux dire, c'est comme ça. Moi, aujourd'hui, je vous dis franchement, je l'ai raconté à mes collègues hier, je disais, j'ai un chat à la maison, et de temps en temps, il miaule pour sortir. Et je vais lui dire maintenant de se calmer, parce que si les gens l'entendent miauler, peut-être qu'il y a une plainte qui va se porter contre moi. Alors que je ne suis pas capable aujourd'hui de téléphoner à un service vert pour essayer d'obtenir des informations. Qu'est-ce qu'on fait? Et je suis désolé, et je vous dis simplement, ce n'est pas une question de majorité ou d'opposition, c'est un problème, et tout le monde est touché par ce cas-ci, et je pense qu'on doit arrêter de regarder gauche-droite, opposition, majorité, flamand, francophone, nous sommes tous des Bruxellois et nous devons prendre des mesures adéquates le plus rapidement possible. Et je sais, Monsieur le Vice-président, que vous êtes occupé avec cette ligne et que j'espère que demain ou après-demain, elle sera opérationnelle. En tout cas, je voulais personnellement aussi vous remercier, puisqu'effectivement, j'ai appris que le gouvernement a enfin voté effectivement toutes les mesures qui vont être mises en place pour travailler dans ce sens-là. Nous pouvons tous être un jour victimes d'une forme ou autre d'une radicalisation de nos enfants, même d'un frère ou d'une sœur. Les symptômes sont difficiles à distinguer. Chers amis, nous pouvons tous être victimes. Un peu comme un proche qui se suicide, et où l'on se dit, c'est incroyable, je n'ai rien vu venir. Comment est-ce possible? Des gens qui ont des sourires jusque-là, et qui le lendemain matin vous envoient un SMS pour vous dire que monsieur un tel s'est suicidé, ou moi-même j'ai un collègue de classe qui s'est pendu. Comment est-ce possible? Mais on n'a rien vu. Hier, on faisait la fête ensemble, aujourd'hui, tu me dis qu'il s'est pendu. On ne voit pas. On ne voit pas ce qui se passe. Et donc, je pense qu'à un moment donné, les gens ont besoin d'aide. Ils ont besoin de soutien. Ils n'ont pas besoin qu'on leur met encore des marteaux Damoclès, ou je ne sais pas comment on appelle ça, sur leur tête pour leur dire, écoutez, ou l'épée Damoclès sur leur tête. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Car qui parmi notre population... excusez-moi, parce que je vais boire un peu quand même. Excusez-moi, merci en tout cas. Car qui parmi notre population, parents d'enfants, éduque ses enfants pour devenir de la chair à canon, ou ses filles pour se faire violer? Qui éduque ses enfants pour devenir ça? Qui ça? Quand j'entends certaines discussions dans certains membres de la presse et de certains politiciens, quel est le parent qui aujourd'hui éduque ses enfants pour devenir un djihadiste? Et pour être de la chair à canon? Ou avoir une fille qui risque de se faire violer par une centaine de gars? Qui peut accepter ce genre de choses? Et donc aujourd'hui, il convient, alors pour moi ce qui est important, Monsieur le Vice-président, il convient aussi de former les enseignants, les éducateurs de rue, les travailleurs sociaux, mais aussi la police, avec qui ils puissent déterminer correctement si un jeune fait l'objet d'une radicalisation et leur fournir les outils pour l'accompagner et déconstruire le discours sectaire, comme a très bien dit Monsieur Claire-Failly, qu'il a subi. Car oui, Monsieur le Vice-président, ces gens n'ont rien à voir avec l'islam. Ce sont des sectes qui utilisent tous les moyens imaginables et moyens financiers pour endoctriner nos jeunes. Il conviendrait également de prendre des mesures contre certains professeurs. Oui, contre certains professeurs et certains policiers, qui se croient tout permis depuis parfois plusieurs années, et ce, en toute impunité. Exemple, un policier qui interviewe deux enfants de 6 ans, c'est pas en France, c'est pas en Espagne, en Belgique, dans la zone Bruxelles-Ouest. Bruxelles-Ouest, quand on entend 2 enfants qui sont bousculés, Marie a poussé Mohamed, un des parents a porté plainte, il passe devant la police. Le policier lui dit, nom, prénom, quelle religion avez-vous? Vous êtes musulman? À quelle mosquée allez-vous? Et allez-vous régulièrement à la mosquée? Est-ce qu'on a le droit de poser ce genre de questions? 2 enfants qui se disputent aujourd'hui, et est-ce que Marie, on lui a posé la question, est-ce qu'elle est chrétienne, ou est-ce qu'elle est juive, ou est-ce qu'elle est autre chose? Pourquoi on fait ce jeu de tamalgame-là? Il y a 2 enfants qui ont joué, l'un a poussé l'autre, il y en a un qui est en tort et un qui est en droit, alors on apprend à s'excuser. Mais est-ce que la police doit traiter de cette manière-là? Je vous donne un autre exemple d'un prof de français qui commence à dire à ses élèves, moi, si je vais au pouvoir, je vais interdire l'islam, et par commencer par tout ce qui est foulard et tout ce qui est halal, ça va être fini avec moi. Mais, dites-moi en fait, si je me retourne et je dessine Mohamed sur le tableau, vous allez faire quoi? Vous allez me tuer? Pourquoi tomber dans la provoque? Qu'est-ce que c'est que ce genre de comportement? Est-ce que ce professeur a le droit? Alors est-ce qu'il y a une charte de neutralité et on la respecte, et à ce moment-là elle n'est pas là pour tous les professeurs? Est-ce que vous allez pouvoir donner un signal clair au ministre de l'Enseignement et de l'autre côté peut-être via le fédéral, parce que je sais que vous n'êtes pas compétent, de dire à certaines zones de police de respecter les gens et qu'il faut quand ils posent des questions, qu'ils posent des questions comme ils le font à tout à chacun et pas sur base du fait qu'il s'appelle Mohamed ou qu'il s'appelle Paul. Je voudrais savoir aussi que pouvez-vous faire pour mettre les médias en garde des jeux qu'elles jouent. Je ne demande pas de la censure. Mais, Monsieur le Vice-président,
et vous n'y pouvez rien, mais je veux quand même vous le dire, mais depuis le 11 septembre 2001, il n'arrête pas de cracher sur cette communauté musulmane. Depuis le 11 septembre 2001, on n'arrête pas. Il faut que ça s'arrête. On peut parler de ce qui va mal, mais parlons alors de ce qui va bien aussi alors. Je n'ai pas de souci qu'on en parle, mais qu'on parle aussi de ce qui va bien. Parce qu'à force de parler tout le temps de ce qui va mal, on croit qu'il n'y a que ça. Et pour un homme averti, ce n'est pas grave. Moi, mes collègues me connaissent, ils savent qu'ils ont des contacts avec des musulmans, et ceux qui n'en ont pas, comment on fait? Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y a un problème. Puisque un reportage fait par des journalistes peu scrupuleux et qui est à la recherche d'audimat peut faire ce qu'il veut avec des images. Mais ils n'ont pas le droit. Non, ils n'ont pas le droit de faire remonter une communauté contre une autre minorité de sa communauté. C'est une honte pour notre pays, Monsieur le Ministre-Président, mais surtout un danger. Certains demandent que moi et d'autres concitoyens belges de confession musulmane s'excusent pour ces monstres, ou que l'on se désolidarise de ces criminels, comme si un jour on avait été solidaire avec ces monstres. Si c'est un signal, car une partie de nos populations belges est inquiète et que cela peut la rassurer, alors je le crie haut et encore plus fort. Je condamne ces actes du plus profond de mes entrailles, si cela peut aider à la paix sociale, car de facto, nous condamnons ces actes. Nous le condamnons. Si vous ne voulez pas l'entendre, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui ne veut pas entendre? Et donc, alors je me répète, je n'ai pas de problème avec l'Église, j'ai un problème avec les pédophiles et les violeurs d'enfants. Nous ne demandons pas à nos concitoyens belges de s'excuser. Nous ne demandons pas à nos concitoyens belges de s'excuser pour les crimes de Kim de Gelder. Nous ne demandons pas à nos concitoyens belges de s'excuser pour Dutroux ou de Rochette. Non, nous ne le demandons pas, car ce sont des monstres, comme ces monstres qui ont agi en France ou qui voulaient agir de Verviers. Ce sont des monstres, ce sont des terroristes, ce sont des criminels. Et c'est comme ça qu'il faut les traiter. Alors pourquoi est-ce qu'on doit se remettre dans cette question? Enfin, je voudrais terminer en parlant d'une catégorie bien spécifique de radicaux. Ça va, je les aime bien. Enfin, je voudrais quand même terminer en parlant d'une catégorie bien spécifique de radicaux. Ces radicaux qui tiennent des discours populistes d'une violence inouïe et qui stigmatisent consciemment une partie non négligeable des citoyens de notre pays. Ces radicaux qui créent des fossés entre les gens en distillant la peur dans leur cœur. Ces radicaux qui refusent de croire que les Belges et de surcroît les Bruxellois puissent avoir une couleur de peau, une conviction religieuse ou une origine ethnique différente de la leur. Je voudrais m'adresser à ces radicaux aujourd'hui, pas seulement de l'extrême droite, dont certains sont présents au sein de cet hémicycle. Je m'oppose à toute forme de radicalisme, politique ou religieux. Je m'oppose au radicalisme religieux, mais je m'oppose aussi au radicalisme populiste et nauséabond qui cause tellement de tort aux gens. En effet, vous avez contribué à l'exclusion de nombreux jeunes belges qui éprouvent quotidiennement des difficultés à trouver leur place dans cette société. Vous avez contribué au développement du sentiment d'insécurité qui règne ici. Et pour toutes ces raisons, je me dois de le dénoncer et de vous dénoncer. Vous êtes en partie responsable aussi du mal-être de nombreux citoyens. Mais est-ce une raison de passer à l'acte? Non, ce n'est pas une raison de passer à l'acte. Mais comme a dit notre roi à la réception de Nouvelle Année, on n'humilie pas les gens. On n'humilie pas les gens. L'homme est souvent faible et le boomerang n'est malheureusement pas toujours très loin. Vous savez, moi j'ai deux couples que je connais qui ont divorcé. Un de Gansoron que peut-être vous avez vu dans la presse, et il y en a un autre qui habite à Jette. Eh bien, celui de Jette, il a voulu divorcer, et il s'est arrangé avec sa femme, ils ont passé devant le juge, on dit, écoute chérie, tu prends le bateau, moi je prends la voiture, tu prends tel appartement, je prends tel appartement, on partage le compte en deux, et tout se passe bien. Et quand ils sortent du juge, ils s'embrassent. Et pourtant, pour un même divorce, on apprend effectivement le lendemain dans le journal qu'un gars bute ses 3 enfants, sa femme, et se rend à la police pour dire j'ai voulu divorcer, ma femme voulait me quitter, et je les ai tués. Voilà, embarquez-moi. Pourtant, c'est un divorce. Pourquoi l'un a réagi comme ça et l'autre a réagi autrement? Peut-on se poser la question? On ne réfléchit pas tous de la même manière. On n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes règles. Et à un moment donné, il y a des gens effectivement qui risquent de passer à l'acte. Et à ce moment-là, il faut se dire, qu'est-ce qu'on fait? Alors je voudrais dire à ces populistes qui crient haut et fort dans l'extérieur, vous savez, j'ai moi-même 5 enfants que j'éduque dans la bonté, le partage, la solidarité, l'honnêteté, dans la beauté du vivre ensemble. Mais les influences externes et l'Internet peuvent nous jouer des tours. Notre manque de présence auprès de nos enfants peuvent parfois nous jouer des tours. Alors oui, mes chers amis, j'ai aussi peur. Peur qu'un beau matin, je reçoive un SMS de mon fils peut-être, ou de ma fille, qui me dit « Papa, ne t'inquiète pas pour moi. Je suis en Syrie, aujourd'hui je suis une femme qui va se faire violer par une centaine d'hommes, ou mon fils, que j'ai éduqué pendant 17 ans, devient de la chair à canon pour une guerre qui n'est pas la sienne. » Alors arrêtons de stigmatiser.